Bienvenue dans Transcendance. Le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter du jeu de la vie. Dans ce podcast, nous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Et aujourd'hui, on est parti dans l'épisode 5. Dans quoi on va level up aujourd'hui, Colo? Alors, on va parler un peu de nutrition, plus généralement nos expériences avec la nutrition, nos manières de nous alimenter, quels sont les piliers pour nous de l'alimentation. Et puis voilà, on va parler aussi Voilà. de la variante APOE. Donc c'est une méthode qui est assez nouvelle pour nous, qui est assez nouvelle de manière générale. Donc on détaillera ça, c'est en relation avec notre génétique. On peut parler aussi de notre manière de nous alimenter lorsque l'on voyage. Et Voilà, puis on va voilà. parler de plein de trucs. Nos expériences, notre vision de l'alimentation, comment l'individualiser pour soi et comment manger en voyage, tout simplement. Donc là, on est parti. Déjà, on va commencer par parler de notre vision de l'alimentation. Pour moi, il y a deux piliers fondamentaux et je pense que tu me rejoins là-dessus. Premier pilier, je veux pas tout donner d'un coup. Premier pilier, c'est déjà manger brut, favoriser une alimentation avec des produits les plus bruts possibles. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Ouais, tout à fait. Éviter à fond tout ce qui est transformé. Et puis si on a envie de se faire un petit gâteau, quelque chose comme ça, voilà, se le faire soi-même avec des produits bruts, avec des produits locaux. Donc le local, c'est le deuxième pilier fondamental C'est dont ça. tu allais parler. Je te tire les mots de la bouche. Mais voilà, ouais, c'est manger brut et local, c'est deux fondamentaux pour moi, d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue alimentation du sportif, par exemple. Parce que c'est souvent qu'on dissocie l'alimentation santé de l'alimentation sportive, mais ça doit vraiment être vu comme quelque chose de global, parce que les aliments bruts et du coup le fait de manger local fournissent une plus grande diversité de vitamines, minéraux, macronutriments, etc. Donc d'un point de vue assimilation, d'un point de vue santé, tout simplement, je pense que c'est un fondamental. C'est ça. Donc concrètement, manger brut, voilà, c'est manger non transformé. Si on prend l'exemple, tu parlais très intéressant là des micronutriments, donc de la richesse en termes de vitamines et minéraux dans chaque produit. Si on prend par exemple du lait qui a été pasteurisé, chauffé, c'est un produit qui est devenu mort entre guillemets. Il y a plus de vitamines, plus de minéraux. Apparemment, on peut moins même capter tout ce qui est protéines. Le lait brut, ça va être du lait directement cru, entier, là qui présente du coup une richesse et une densité nutritionnelle avec plein de vitamines, minéraux, des protéines complètes, etc. Donc, parce qu'il n'a pas été chauffé du coup à haute température. Ouais, il y a l'aspect bactéries aussi qu'on retrouve dans le lait cru, les bonnes bactéries pour le système intestinal, pour la digestion, etc. C'est vrai qu'on vit dans un monde plutôt aseptisé en ce qui concerne la nutrition, où tout a été voilà ultra chauffé comme le lait pasteurisé UHT, euh, où tout a été lavé, lissé, propre. C'est pareil, par exemple, là en ce moment, je suis en Norvège, donc c'est la saison des champignons. Quand je cueille le champignon directement du sol, je ne vais pas le laver, je ne vais pas le passer sous l'eau, déjà tout simplement parce que sinon ça l'imbibe d'eau et c'est galère après, mais aussi pour le fait que je, je vais diversifier les gènes et les bactéries présentes dans mon système digestif en fait par ce biais. Je vais lui offrir de nouvelles possibilités, de nouveaux systèmes d'entrée. Et le lait cru, c'est la même chose. Vous allez disposer de nouveaux micro-organismes. Et en fait, c'est comme ça que vous habituez votre système digestif à tolérer une plus grande quantité d'aliments. Et voilà, donc manger aussi, c'est toujours intéressant de manger cru et directement du sol. Manger par terre, direct. Manger de la terre. Ouais, du coup, pour résumer, ouais, manger brut, ça vous permet déjà d'avoir une plus grande densité nutritionnelle. Donc déjà, si vous mangez uniquement des produits bruts non transformés, vous avez déjà une bonne alimentation. Donc concrètement, manger brut, ça va être manger en termes de protéines tout ce qui est viande, poisson, volaille, fruits de mer, œufs, etc., etc. Ça peut être aussi Voilà, pour en des revenir abats, etc. Ouais. pour en revenir à mon propos de juste avant, par exemple, le fait de manger une viande crue,
en comparaison avec une viande cuite. Bon, c'est pas systématique, faut pas le faire tout le temps, mais c'est pareil, on apporte une grande diversité de bactéries que l'on n'aurait pas eu en cuisant notre viande. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est toujours bon? C'est une question de dosage. Bien sûr, s'il y a trop de bactéries ou des bactéries trop étrangères à notre système digestif, alors voilà, il y a un problème. Mais c'est bien de temps en temps de l'exposer un petit peu à des nouvelles choses, le lait cru, la viande crue, les champignons directement sortis du sol, pour voilà, rendre résilient notre système digestif et le rendre plus robuste. Ensuite, autre que la viande, ça va être évidemment tout ce qui est produits laitiers, donc là, lait cru, etc. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer en produit brut tout ce qui est fromage, par exemple, au lait cru, beurre au lait cru, qui Ouais, est un produit qui a été un petit peu transformé. Et pour moi, c'est des produits qu'on peut considérer comme bruts, étant donné qu'ils ne sont pas ultra transformés. Par exemple, un beurre au lait cru, il présente plein de propriétés intéressantes par rapport à des beurres qui ont été justement faits avec des laits pasteurisés. Donc ça paraît super intéressant. En termes de produits bruts, vous avez bien sûr tout ce qui est fruits, légumes. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Tout ce qui est miel classique qui n'a pas été chauffé, etc. Quasi la totalité, enfin une grande partie en tout cas du miel vient de Chine dans le monde, dans ce qu'on retrouve au supermarché. Et c'est du miel, enfin c'est pas vraiment du miel, c'est du miel qui a été chauffé à très haute température. Il n'y a pas que du miel dedans. Du coup, pour résumer, un produit brut, il présente déjà un seul ingrédient. C'est, par exemple, quand vous avez de la viande, vous avez que de la viande. Quand vous avez, je sais pas, du lait, vous avez 100% de lait. Quand vous mangez, je sais pas, un kiwi, il y a juste du kiwi, il n'y a pas d'ajout en plus. Donc, c'est déjà avoir un produit où il y a un seul aliment. Et si vous avez des produits avec uniquement, du coup, un seul aliment, quand l'aliment que vous consommez, c'est 100% de l'aliment que vous consommez, tout simplement, hein, c'est un produit qui est brut, et du coup, non transformé là-dessus. ouais, et pour Après, une rebondir un peu nuance, du coup, comme on l'a dit, ouais. Ouais, je disais pour une nuance, rebondir un juste peu comme sur on ce a que dit, tu disais avec le beurre, ouais, il faut redéfinir aussi la notion de produit transformé, parce que ça dépend par qui il a été transformé. Parce qu'un beurre du supermarché ou un beurre acheté chez ton producteur local, en soi, il a subi plus ou moins le même processus pour se transformer de lait en beurre. Mais voilà, par qui il a été transformé. Si c'est un industriel, eh ben, il y a probablement d'autres produits qui ont été rajoutés pour obtenir une meilleure texture, pour obtenir une autre couleur, pour obtenir voilà plein de choses. Si ça a été fait, cette transformation, par ton producteur local, je pense que tu peux être quasiment sûr qu'il n'y a aucun ajout qui a été fait pour avoir un produit final le meilleur qui soit en termes de goût et en termes de densité nutritionnelle et tout ce ouais, qui c'est s'ensuit. ça. Manger brut, ça permettra d'avoir une grande densité nutritionnelle. Et le but, c'est d'avoir dans chaque aliment, chaque repas, le plus de densité nutritionnelle. Donc ça me fait penser, du coup, ça m'amène directement au deuxième point. Quand tu parlais du beurre, etc., de transformation par tout ce qui est industriel. Déjà, si vous mangez brut et en plus vous mangez local, vous allez avoir une alimentation du coup avec des produits uniquement locaux qui se trouvent autour de chez vous. Personnellement, moi, une solution très simple que j'ai pas cherché forcément à mettre en place, mais j'ai cherché à avoir l'alimentation la plus dense nutritionnellement parlante et la plus locale possible pour avoir le moins d'impact possible. Ça va être déjà manger local. Donc là, vous allez enfin, je vais pas du tout dans les grandes surfaces. Je vais pas du tout dans des magasins de grande surface. Je vais uniquement faire mes courses chez des producteurs, chez des vendeurs qui vendent, par exemple, uniquement des fruits, des légumes. Je vais chez le fromager chercher lait, beurre, fromage. Je vais à la ferme chercher la viande, tout le reste. Le miel, pareil, direct au producteur. Et au final, du coup, vous avez uniquement des aliments hyper denses et parce qu'ils sont bruts et forcément locaux. Et ton Est-ce que PQ, tu tu mets l'achètes en où? place ce même T'es bien obligé processus? d'aller au supermarché? Ouais, c'est pas moi qui l'achète, j'avoue, le PQ. Mais oui, pareil, tout ce qui est dentifrice, je fais pas mon dentifrice moi-même, mais je dirais que c'est peut-être les deux seules choses, brosse à dents, PQ, dentifrice. Non, mais ouais, je te rejoins sur l'idée. Essayer
de vous rapprocher du coup des producteurs locaux autour de chez vous. Et puis même si vous habitez dans une grande ville, par exemple, vous pouvez vous rapprocher des artisans plutôt que des supermarchés. Je pense à aller voir votre boucher, votre charcutier, votre volailler, si vous voulez acheter du poulet, votre fromager pour le fromage. Pour les légumes, plutôt favoriser un petit marché le samedi matin, par exemple. Puis c'est toujours plaisant de voilà d'avoir du contact social avec des artisans plutôt que au supermarché où vous avez du contact social avec les rayons, c'est tout quoi. Enfin, c'est toujours intéressant du coup de se rapprocher localement de ces petits producteurs là. Bien sûr. Puis d'aller Puis d'aller à la généralement, en ferme. supermarché, enfin, dans les grandes surfaces, faut comprendre que les grandes marques, elles veulent tout ce qui est emballé, etc. Les grandes marques, elles veulent pas forcément votre bien-être, votre santé, elles veulent du profit, gagner plus d'argent. Et votre santé, ça passe même pas en second plan, c'est bien plus loin que ça. Leur objectif, c'est voilà, gagner de l'argent. Donc, quand vous voyez une boîte de Special K emballée, que c'est écrit bien-être, santé, forme dessus, faut comprendre que leur objectif, c'est pas que vous soyez en forme, etc., mais c'est que vous achetiez pas mal de Special K ou de marques similaires pour faire le maximum d'argent, quoi. Donc déjà, si vous mangez brut et locaux, pour moi, vous avez l'essentiel. Après, on pourra rentrer dans les détails pour individualiser. Et on va parler notamment de nos expériences juste après. Voilà, manger brut et locaux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose dessus, Colo? C'est sympa aussi de se rendre à la ferme quand on habite à la campagne pour voir directement du coup aussi un peu les animaux et le bien-être animal parce que c'est possible qu'on se rapproche d'une ferme où on se rende compte que les animaux sont maltraités ou j'en sais rien. Mais c'est bien aussi de discuter un peu avec votre producteur de comment ils élèvent leurs animaux etc. Et pour mieux comprendre du Ah, coup on a qu'est-ce que vous perdu avez dans votre Colo. assiette. C'est pas grave, je vais enchaîner du coup sur la suite. Donc pour résumer les deux premiers piliers, ça va être manger brut et manger local. Du coup, manger brut pour avoir une belle densité nutritionnelle, éviter tout ce qui est transformé. Vous avez des aliments avec un seul ingrédient, donc des vrais aliments. Et manger local, du coup, pour avoir le moins d'impact possible et pour manger ce qui se trouve tout simplement autour de chez vous, donc en termes de fruits et légumes notamment. Voilà, si vous vous trouvez au bord de la mer, vous aurez sûrement de super fruits de mer, poissons, etc. Et donc on va passer directement à la suite. Ouais, je t'avais perdu, Colo, je te revois. Ouais, ouais, c'est J'ai bon. j'ai Je suis revenu. clôturé les deux Et premiers attends, points du coup. je voulais juste rebondir sur un truc, là, sur ta dernière phrase. Faut manger biodisponible aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger une tomate à Noël. On ne va pas manger des huîtres quand c'est pas la saison. On ne va pas manger des moules quand c'est pas la saison non plus. Vous voyez, en fait, il faut essayer de manger local et ce que vous avez de disponible à un instant T autour de chez vous. Mais à aucun moment on va manger des choses qui ne sont pas de saison. C'est contre nature et que ce soit pour l'environnement ou pour votre organisme. Bien sûr. Après, si vous mangez local, en général, vous allez avoir justement des produits de saison. Si vous allez chez le petit producteur, il va pas faire pousser des fruits qui sont pas du tout de saison. Logiquement, si ça pousse à côté de chez vous, ça va pas pousser. Si c'est des produits vachement bruts, j'aime pas forcément le terme bio, mais voilà, sans forcément de transformation ou autre. On peut passer à la suite directement, parler de nos expériences, rentrer plus dans les détails, donc concrètement de ce qu'on mange. Toi, ton expérience sur l'alimentation, est-ce que tu as expérimenté différentes choses? Voilà, non, mon expérience est plus pauvre que la tienne, je pense. J'ai toujours essayé de manger omnivore, hein, vraiment de tout. Que ce soit des légumes, de la viande, du lait en quantité, mais non, pas. J'ai pas réellement testé de régime particulier. J'ai toujours mangé de tout en privilégiant bien sûr les produits locaux et bruts, et ça depuis toujours, puisqu'en fait ma mère cuisine énormément, elle adore la nourriture et la gastronomie de manière générale. Donc voilà, c'est de elle et de mes deux parents d'ailleurs dont je tiens mon amour pour la nourriture, pour la gastronomie. Et non, je me suis jamais vraiment confronté à des régimes restrictifs. Ok, parfait. Et très intéressant, est-ce que tu dis sur, au final, de ce qu'on mange maintenant, ça vient pas mal de nos habitudes quand on était petit, notre éducation, etc.
Et pareil, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui mangeaient vachement bien quand même par rapport à d'autres familles, je suppose, qui mangeaient vachement de produits extrêmement transformés, etc. Voilà. Les parents font en général vachement attention à tout ce qui est alimentaire, santé, etc. Donc, vachement important. Et du coup, c'est sûrement ce qui nous a aiguillés même à travailler plus ou moins en parallèle de la santé. Du coup, mon Ouais, mais expérience clairement. personnellement, j'avais testé pas mal de choses. J'avais eu une expérience il y a quelques années, enfin il y a pas si longtemps, donc ça reste frais, où j'avais été complètement végétarien, donc strict pendant un peu plus un an et demi environ. Donc végétarien, voilà pour ceux qui confondent, etc. ou qui savent pas si on mange par exemple du poisson ou autre, c'est enlever tous les produits animaux sauf les produits laitiers et les œufs. Et ensuite, à côté, je pouvais manger pas mal de... Enfin, voilà, tout le reste. Hormis tout ce qui est produits animaux, hormis œufs, produits laitiers. Et après, à côté, je mangeais tout le reste. J'avais une alimentation qui était beaucoup moins brute que maintenant. Et l'expérience que je vais vous partager, bien sûr, il n'y a pas uniquement ce paramètre qui a changé dans ma vie maintenant. C'est impossible d'isoler un seul paramètre. Mais je vais vous partager du coup mon expérience en tant que végétarien, les différences que j'ai vues maintenant en changeant d'alimentation. Je vais partager maintenant sur quoi je suis passé un peu plus. Et, euh, et voilà, et ce que ça m'a permis concrètement de changer dans mon quotidien. Du coup, quand j'étais végétarien, c'était une période de ma vie après où je mangeais plus de produits déjà transformés. Mais globalement, j'avais pas mal de problèmes de peau. Bien sûr, c'est pas lié uniquement sans doute à l'alimentation, mais je pense en grande partie, j'avais beaucoup d'eczéma, de peau très irritée. J'avais une mauvaise qualité même au niveau de mes ongles, cheveux. Au niveau de ma forme par rapport à maintenant, j'étais beaucoup moins en forme, même à l'entraînement, etc. Donc voilà, j'étais pas vraiment au top du top sur plein de points niveau santé. Et après, j'avais pas mal de produits qui étaient transformés également dans mon alimentation. Je faisais tout de même attention pour tout sport que je faisais à avoir assez de protéines au quotidien. Donc, quand j'ai commencé à être végétarien, j'apportais des suppléments avec de la whey en plus à côté, donc de la protéine de lait déshydratée indirectement, la protéine en poudre, pour du coup avoir assez de protéines au quotidien et un total protéique assez élevé pour du coup continuer de bien récupérer de mes efforts, gagner en masse musculaire, etc. Petit à petit ensuite, en traquant notamment ce que je mangeais, en calculant, etc., remarqué au final que même sans ajout de protéines en poudre en plus, j'avais assez de protéines dans mon alimentation. Là, pour ceux qui connaissent bien, j'étais à 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines sans manger de produits directement d'origine animale, hormis les œufs et les produits laitiers. Donc j'avais une grande partie de mon alimentation qui se concentrait du coup sur les produits laitiers ou alors tout ce qui est légumineuses, lentilles, etc. pour du coup avoir assez de protéines au quotidien. J'ai switché ensuite petit à petit lorsque j'étais au Chili. Donc là, c'était été 2022 en gros. Je suis repassé tout doucement vers une alimentation à base de viande pour plusieurs raisons que je vais pas forcément partager, sinon ça serait trop long. D'un point de vue alimentaire, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, quand j'étais végétarien, ça m'a toujours donné envie de manger de la viande où mon envie vers la viande a toujours été aussi forte. Je me suis pas, quand je voyais de la viande, ça me donnait bien envie. C'était juste, je voulais, pour mes principes, ne plus en manger. Quand j'ai commencé à en remanger, donc je suis repassé sur une alimentation omnivore. Je mangeais déjà moins de produits transformés, mais même sur les 6 derniers mois de ma diète en végétarien, je mangeais déjà peu de produits transformés. Là, repassé sur la viande, déjà j'avais des grandes différences sur mes repas. J'avais déjà un indice de satiété extrêmement élevé. Le fait d'avoir même un petit peu de viande sur mes repas, je sais que ça me calait complètement. Niveau assimilation des nutriments, j'avais l'impression de beaucoup mieux assimiler. Quand j'étais végétarien, personnellement, j'avais souvent même un peu mal au ventre après les repas, à force de, je sais pas, par exemple, sans qu'il y ait beaucoup de légumes, etc. C'était
c'était quelque chose qui me correspondait pas forcément, avec lequel j'étais pas très bien aligné. Et là, de repasser directement avec plus de viande, je mangeais moins, mais j'avais du coup une densité nutritionnelle beaucoup plus importante et j'étais beaucoup plus vite rassasié. Je sais pas si de ton côté, Colo, quand tu manges pas mal de viande, si tu as testé des périodes sans viande ou autre, au niveau de ton indice de satiété, digestion, etc., comment tu te sens si tu as testé ça? Non, j'ai jamais testé. J'ai toujours mangé de la viande en quantité. Ok, Mais c'est vrai que je te rejoins sur l'idée que la satiété est bien plus grande lorsqu'on intègre de la viande et des protéines de manière générale dans ses repas. Avant, pour parler un peu de, si on reste sur cet aspect satiété, j'ai switché il y a peut-être 7 ou 8 ans mon petit déjeuner d'un petit déjeuner céréales classique ou flocons d'avoine à des œufs. Et il n'y a pas photo, on n'a pas cette fringale que l'on peut avoir le matin autour de 10h30, 11h. Si on mange 4 œufs, 3 ou 4 œufs par matin, il n'y a aucun problème, bien vous n'allez sûr. pas avoir faim avant le prochain repas. Et ça, c'est l'effet des protéines, en fait. Les protéines qui ont cet aspect de satiété. Ouais, ouais, qui est très important. En tout cas, quand je suis passé de végétarien à omnivore, du coup, en réintégrant de la viande, etc., j'avais un indice de satiété extrêmement élevé. Petit à petit, là, j'avais encore de l'eczéma, etc. au début. Petit à petit, j'ai commencé à écouter un peu plus mon corps et moins écouter tout ce qu'on pouvait partager. Donc, je digérais par exemple mal avec beaucoup de légumes, etc. Donc, petit à petit, j'ai commencé à enlever pas mal de légumes ou à isoler les légumes avec lesquels j'avais une meilleure assimilation ou une bonne assimilation. Par exemple, la courgette, un légume que personnellement je digère bien. Et petit à petit, ouais, j'ai plus eu du tout d'eczéma. Donc j'en avais vraiment beaucoup. J'avais des plaques rouges au niveau du cou à des moments, beaucoup plis de coudes, au niveau des plis des genoux également, au niveau des mains, poignets. J'en ai plus du tout depuis, c'est jamais revenu. J'ai commencé à ensuite switcher limite à l'opposé. J'avais pareil pour tester sur quelques temps. Ça, je l'ai pas fait extrêmement longtemps, mais sur plusieurs mois, manger beaucoup de produits uniquement d'origine animale et quasi plus de produits d'origine végétale, hormis des fruits. Je mangeais beaucoup moins. Encore une fois un indice de satiété super élevé. J'ai récupéré mieux de mes efforts sportifs et surtout quand j'étais végétarien, ça peut être lié aux entraînements que je mettais en place, mais ils étaient tout de même assez similaires. J'étais tout le temps blessé quelque part ou j'avais tout le temps une douleur qui traînait. Là maintenant, j'ai très rarement de douleur ou de blessure. J'ai plus eu de blessure, il me semble. J'ai une qualité de peau qui est bien meilleure qu'avant, qualité même au niveau des ongles, des cheveux. Je me sens bien plus en forme de manière générale et je peux m'entraîner du coup beaucoup plus. Quand on est sportif, je trouve l'impact de la nutrition, elle se voit très rapidement quand on mange mal ou quand on a une alimentation qui nous correspond beaucoup plus. Là-dessus, peut-être tu peux en parler, Colo, si tu as eu des périodes où tu mangeais mal, beaucoup de produits transformés, etc. Quand on fait du sport tous les jours, on voit directement, je trouve, l'impact sur notre forme de manière générale, notre qualité doit être récupération, tout simplement. En tout cas, de Ouais, bah, switcher complètement de diète, je l'avais vu complètement. je te rejoins sur l'idée. Après, moi, de mon expérience, comme je te dis, j'ai toujours plus ou moins Ouais, manger mangé. à peu près pareil. Ouais. Ouais, vraiment, ça fait très très longtemps. En fait, j'ai été élevé comme ça, hein. Ma mère s'est toujours intéressée aux produits locaux. Depuis tout petit, je vais sur les marchés acheter mes végétaux et autres d'ailleurs, hein, fromage, viande, etc. Donc non, c'est quelque chose que vraiment j'ai toujours connu. Donc je peux pas parler d'expérience à proprement parler. Après, c'est vrai que en ayant eu un très très gros volume d'entraînement, je pense à l'époque où je faisais du MMA, je faisais 2 entraînements d'haltérophilie, 2 entraînements de muscu, 3 entraînements de MMA et un entraînement de course par semaine. Le MMA étant un sport très très intense où autant sur l'aspect endurance que sur l'aspect musculaire, j'avais souvent des espèces de crampes ou de, je sais pas, de décharges électriques qui me partaient de toute l'épaule et qui me descendaient dans la main. C'était assez bizarre et je pense que si à cette période je m'étais par exemple supplémenté en électrolytes ou
si j'avais essayé autre chose dans mon alimentation, ça m'aurait amené à diminuer ces blessures. Mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément implémenté parce que c'est, comme tu l'as dit au début du podcast, c'est toujours très très dur d'isoler un élément. C'est ça, Euh, Est-ce bien que ça sûr. peut être, ça aurait pu être ce problème-là, ça aurait pu être aussi un manque de sommeil, ça aurait pu être un manque de potassium, par exemple, si on repasse sur le côté nutrition. Enfin, c'est toujours très très compliqué d'isoler et de trouver quelle est réellement la source du problème en fait. C'est ça. Et là, du coup, je vous partage mon expérience, mais impossible d'isoler, en tout cas uniquement l'alimentation. Et si, du coup, ma forme était liée uniquement à l'alimentation, qualité de la peau, etc. En tout cas, quand je suis repassé sur une diète omnivore, pas mal de choses ont changé. Donc, je suppose que c'est grandement lié, du coup, à mon alimentation. Mais j'en ai pas la certitude. Et bien sûr, sûrement d'autres paramètres ont joué également là-dessus. Et du coup, pour reparler d'alimentation, donc il y a pas mal de, je trouve, on le voit même sur les réseaux sociaux, un peu de guerre entre ceux qui prônent l'alimentation végétarien et ceux qui prônent à l'opposé l'alimentation uniquement carnivore, donc se nourrir uniquement de produits d'origine animale. Je pense que déjà l'homme, on est des omnivores spécialisés, donc on est des omnivores, mais je pense pas qu'on peut non plus tout manger. Il y a des plantes vachement toxiques qui, pour moi, on mange même assez couramment. Je pense qu'il y a l'alimentation, c'est la chose qu'on devrait le plus individualiser niveau santé, entraînement, etc., notamment en lien avec la santé. Et là, j'aimerais parler directement de nos variantes au niveau de notre ADN et les variantes APOE, en fait, qui jouent un rôle déterminant dans le métabolisme des graisses qu'on va pouvoir faire. Par exemple, un Africain qui, lui, se nourrit pas mal par exemple, je sais pas, d'origine, de produits d'origine végétale, beaucoup de racines, etc., de manioc, etc., parce que c'est ce qu'il a autour de lui. Il n'aura pas la même alimentation et la même tolérance et métabolisme des graisses qu'une personne qu'un esquimau, par exemple, qui lui se nourrit beaucoup plus par exemple, de poissons ou autre. Étant donné qu'autour de lui, l'esquimau, c'est pas les mêmes choses qui vont pousser ou autre, tout simplement de la terre, et même pas grand chose va pousser par rapport Non. directement à un Africain. Et on Je suis pourrait déjà, prendre, ouais, je suis déjà en Norvège et il y a déjà pas grand chose qui pousse, alors encore plus au nord, j'ai des doutes. ouais, ouais. Du coup, petit à petit, lorsqu'on s'est développé, forcément, tous, on n'a pas les mêmes capacités en fonction d'où on vient et notre ADN n'a pas le même rôle en fonction pour le métabolisme des graisses, tout simplement. Donc là, il y a l'homme qui a classé différentes variantes d'APOE en 3 catégories, les variantes E2, E3 et E4. Du coup, les variantes d'APOE E2, enfin les variantes d'APOE2, du coup, elles bénéficient d'un régime plutôt cétogène. Régime cétogène. Ensuite, régime cétogène, est-ce que tu veux définir ce que c'est, Colo? Oula, tu me poses une colle là. Je me rappelle. Non, c'est grosso modo, c'est de En- manger uniquement des produits, des lipides et des protéines, de Ouais, supprimer c'est ça, ça complètement va être beaucoup de et que- protéines et très très peu de glucides en tout cas. ou les glucides sous forme de même les fruits. Je crois que les plus extrêmes, ils n'y ont pas le droit. Les seuls fruits qu'ils ont le droit, c'est les fruits rouges, par exemple, avec beaucoup de polyphénol dedans, mais assez peu de glucides. Et en fait, l'objectif du régime cétogène, c'est de placer votre corps dans un état de De cétose, cétose, ouais, c'est ça. c'est-à-dire qui tire son énergie de ces cellules spécifiques. C'est ça, hein, la cétose. Ouais, c'est ça. En gros, on supprimait la quasi-totalité en fait des glucides, hein, donc des sucres, etc. Et pour rentrer dans un état de cétose, donc vous n'allez pas tirer votre énergie de la même chose, c'est des différents processus physiologiques hein, qui vont se mettre en marche pour faire simple, quoi. Et là, du coup, c'est la variante APO2. Ensuite, il y a la variante E3. C'est ce qui représente apparemment sur Terre la majorité des personnes. Et là, là, ces personnes bénéficieraient plus de peu de glucides et de plus de matières grasses, donc low carb, high fat en anglais. Et ensuite, la dernière variante, ça va être tout ce qui est E4. Là, ces personnes devraient plutôt éviter les graisses saturées,
même notamment la viande rouge et les produits laitiers. Donc là, vous savez sûrement pas quelle variante vous êtes. C'est possible de le tester dans certains pays. Il y a des manières même de le tester en France en se faisant, en testant notre ADN, en envoyant par exemple même notre échantillon d'ADN aux États-Unis ou je crois faut que ça transite par l'Allemagne ou je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, un des piliers fondamentaux au niveau nutrition pour l'individualiser pour vous, c'est déjà être à l'écoute de votre corps et pas forcément écouter tout ce qui est dit. Je pense dans la quasi-totalité de la tête des personnes, en tout cas en France, si on mange végétal, si on mange des légumes, etc., c'est forcément synonyme de santé. Si vous tolérez mal, vous avez une mauvaise digestion, etc., avec beaucoup de légumes, pour moi, faut pas forcément que vous mangiez beaucoup de légumes. Faut déjà être à l'écoute de son corps, de ses sensations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qualité de vos cheveux, de qualité de votre peau, qualité de vos ongles, directement votre forme de manière générale. Et là, du coup, vous allez pouvoir individualiser et supprimer les produits qui vous embêtent, même niveau digestion ou autre. Et du coup, pour revenir sur les variantes d'APOE, Ça me fait penser, ouais, vas-y. ça me fait penser juste, j'ai une amie qui, si elle m'écoute, je lui fais une petite dédicace, elle va pas trop apprécier ce que je vais dire, mais elle est, elle a la maladie de Crohn et elle est végétarienne. Et Ouais, c'est quelque chose que je lui ai toujours dit que pour moi c'était pas une hérésie en fait, tout simplement qu'elle ne devrait pas être tiens, végétarienne en ayant la maladie de Crohn, puisque premièrement les végétaux demandent beaucoup plus de travail pour le système digestif, de, enfin voilà, les légumineuses c'est encore pire, j'en parle même pas, enfin bien sûr, ouais. c'est pas viable. Après, ça veut pas dire que, attention, ça veut pas dire que tous les végétaux sont mauvais, qu'il ne faut pas en consommer, etc. Bien Bien au sûr, contraire. C'est toujours intéressant pour la quantité de fibres qu'ils apportent et donc leur effet indirect sur la digestion, mais aussi les polyphénols. Je pense par exemple aux fruits rouges qui sont des super antioxydants. Et il y a aussi d'autres manières de consommer ces légumes. Je pense à la cuisson. Déjà, la cuisson permet de rendre les micros et les macronutriments plus disponibles pour l'organisme. Je pense à la fermentation, qui est en quelque sorte une prédigestion des aliments. Donc moi j'utilise, c'est quelque chose que j'explore aussi, non seulement pour le goût, mais aussi pour l'aspect, voilà, pour l'aspect digestion. Donc la fermentation, ça se fait très facilement en mettant ces légumes en bocaux avec de l'eau et du sel et en les fort poser plusieurs jours. C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Il faut peser la quantité de sel pour la quantité de fruits et de légumes. Mais voilà, ça permet en quelque sorte de prédigérer l'aliment et de le rendre du coup beaucoup plus assimilable par l'organisme. Donc voilà, la cuisson, la fermentation et la germinaison, non, je sais pas si ça se dit, mais faire germer ouais, également, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tout à fait. faire Ouais, germer également ces végétaux, c'est plusieurs quelque chose. processus ouais, plusieurs processus en soi de transformation, hein. La cuisson, on va dire que c'est un processus de transformation, même si c'est, voilà, c'est léger. Après, pour moi, plus on va avoir besoin pour tolérer quelque chose de le transformer, plus pour moi, cette chose enfin, je me demande sur pourquoi au final on devrait la consommer si vraiment on doit vraiment la transformer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pas faux. Après, dans une logique évolutive, ancestralement, en fait, nos ancêtres ont toujours fait fermenter leurs aliments, etc., parce que c'était une manière déjà de conserver ces aliments. Bien Et sûr, aussi, quand t'as rien autour de toi, forcément, tu veux en conserver. Par exemple, l'hiver, ici en Norvège, il n'y a rien qui pousse, donc ils vont faire fermenter, je sais pas, leurs pommes de terre l'été pour avoir des ressources disponibles en hiver. Dans une logique évolutive, on a toujours procédé comme ça. bien sûr, oui, oui. Je te rejoins là-dessus. Après, dans notre monde actuel, c'est vrai que ton raisonnement, il est juste. Pourquoi on devrait se faire chier à consommer des courgettes si, un, on n'aime pas ça, et deux, on les digère pas. Non, autant les jarter. Mais c'est vrai que si on respecte notre logique du début, manger local et brut, alors pourquoi pas utiliser d'autres processus tels que Bien la sûr, ouais, fermentation ouais. pour vraiment respecter un peu ces principes-là de base. Clairement, oui, oui. Pour revenir sur la maladie de Crohn, je vais faire une petite parenthèse dessus. Ouais, toutes les recherches, elles montrent, enfin, en tout cas, les
connaissances actuelles qu'on a sur les chercheurs qui font des travaux là-dessus, c'est s'orienter sur une diète même plutôt cétogène et se concentrer plutôt sur les produits d'origine, en tout cas animaux, quoi. D'origine animale plutôt. Tout à fait. Voilà. Il y a pas mal, oui, en fonction. Enfin, moi, je suis persuadé que le corps, en tout cas, tout ce qu'on même on appelle maladie de Crohn, etc. C'est directement ouais des signaux qui nous envoie notre corps. Donc à nous de les écouter, à nous d'essayer de trouver ce qui nous correspond en termes d'alimentation. Hein. Avoir toute sa vie par exemple des problèmes de digestion ou pas être en forme ou avoir des carences dans quelque chose, c'est directement notre corps qui nous envoie des signaux. Donc à nous de les écouter pour adapter notre alimentation et pas forcément écouter ce qu'on va entendre par exemple directement à la télé ou ce qu'on entend depuis tout petit. Si jamais ça vous correspond pas vous en fait. La seule la seule vraie diète qui vous correspond, elle correspond quasi qu'à vous. Et chaque personne est unique et devrait Exactement. du coup individualiser sa diète. Après, bien sûr, il y Oui. aura des choses où tout le monde va à peu près se retrouver, notamment dans la même famille. Je pense qu'on peut avoir une diète assez similaire. Sur la diète, ouais, vous devez avoir enfin, en tout cas, la diète avec qui enfin, vous aurez la diète la plus proche des personnes de votre famille. Donc, pour revenir comme tout à l'heure, une famille d'Esquimaux, elle va avoir une diète qui se rapproche par rapport à directement un Esquimau et un Africain qui vont avoir une diète complètement différente. Ouais, je te rejoins. Ouais, Ça vas-y. passe- La variété dans l'alimentation, ça passe uniquement par l'aspect test, retest. Donc il faudra isoler des éléments dans votre diète pour vous rendre compte si c'est un aliment qui vous convient. Je pense par exemple aux glucides ou aux céréales de manière générale. Essayez sans, essayez avec, essayez en différentes quantités. Voilà, mais il va toujours falloir vous tester peut-être sur une semaine, à supprimer complètement une semaine à manger que 50 grammes pour maximiser plutôt les protéines et les lipides. Mais ça fonctionne par ce processus de test et retest. Si vous ne testez pas, vous ne saurez jamais Ouais, vous saurez ce qui jamais. est bien. Et très intéressant ce que tu dis sur les tests. Moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même, justement, en allant, entre guillemets, dans les extrêmes, en étant du coup végétarien. Ensuite, en allant, bon là, c'était sur une période beaucoup plus courte, dans les extrêmes, en consommant quasi essentiellement des produits d'origine animale. Je trouve qu'on apprend pas mal en allant dans les extrêmes directement. Si ça ne correspond pas, on le saura très vite. Si, par exemple, si vous devenez végétarien, vous mangez par exemple que des légumes, si jamais vous avez des gros problèmes de digestion, etc., vous allez vite savoir que voilà, l'excès de légumes, en tout cas, n'est pas bon pour vous. À l'inverse, si vous vous sentez super en forme, enfin, c'est une révélation pour vous, et que vous ne mangiez pas du tout de légumes avant, bah, peut-être intégrer plus de légumes vous permettra du coup d'avoir une meilleure forme. Voilà là-dessus. Et du coup, pour revenir sur les variantes d'APOE, donc voilà, E2 bénéficie d'un régime cétogène, donc très faible en glucides, très riche en protéines et qui vient d'être renforcé par des lipides. E3, c'est la majorité des personnes. Donc là, ça serait du coup faible en glucides et riche en matières grasses. Je vais revenir dessus. Et E4, ils devraient plutôt éviter les graisses saturées, viande rouge et produits laitiers. Donc E3, ça serait la majorité des personnes. Et la majorité des personnes, du coup, bénéficieraient d'un régime faible en glucides et élevé en gras. Élevé en gras, c'est à nuancer parce que ça va être, par exemple, tout ce qui est viande rouge, notamment, et faible en glucides, c'est par exemple moins de blé, etc. Je pense que quasi, en tout cas en France, la totalité des personnes autour de nous mangent, je trouve, de mon point de vue, trop de glucides. Tout tourne autour des glucides. Et personnellement, je trouve que dans des glucides, niveau densité nutritionnelle, il n'y a pas forcément grand-chose hein, quand on se base uniquement sur du blé, etc. Essentiellement, hein, ça va être beaucoup culture du blé, en tout cas en France. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de consommation de glucides et de blé. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que par exemple, on est des gros consommateurs de pain. Pour avoir été un peu à l'étranger, il y a pain et pain. Nous, en tant que Français, on a de la chance parce que notre pain est plutôt souvent fait au levain ou avec des levures naturelles,
alors qu'à l'étranger, le pain, c'est juste une hérésie, en fait. C'est pas du pain, c'est plein de conservateurs. Ah oui, bien C'est sûr. c'est un aliment qui est mauvais pour vous, qui est difficile à digérer, etc. Nous, en tant que Français, c'est vrai qu'on a cette chance-là d'avoir du pain au levain, donc le levain qui permet un processus de fermentation, du coup, de la, de la mie, en fait, et donc, du coup, qui rend l'aliment beaucoup plus assimilable pour l'organisme. Mais c'est vrai que de manière générale, oui, les céréales sont peut-être trop présentes. Ou le reste, je dirais pas que c'est trop présent, mais que le reste n'est pas assez présent en fait. C'est Et on ça. le met trop au devant de la scène, alors qu'on se rend compte que les protéines et les lipides, c'est bien plus important en termes de macro, de micronutriments que ça peut nous apporter, des effets sur nos hormones. Je pense par exemple au rôle des lipides sur nos hormones et donc du fonctionnement global de notre organisme. Enfin voilà. Mais c'est quand même intéressant de consommer des glucides, hein. Je pense par exemple aux gens qui ont des problèmes de thyroïde. On sait que les glucides, ça a un intérêt clair pour, pour leur santé générale. Bien sûr. Mais du coup, à eux de tester, on en revient sur ce que tu disais Voilà. tout à l'heure. Important d'avoir cet état d'esprit de test au final sur l'alimentation. Et ouais, très, très important ce que tu disais là sur oui, il y a pain et pain. Et là, du coup, on en revient à ce qu'on disait au début, manger brut et local sur les deux piliers pour nous de l'alimentation. Euh, ensuite, ouais, du coup, je revenais sur la variante E3, donc consommer beaucoup, enfin faible en glucides, élevé en gras, plus de protéines. Là, je trouve la grande partie des personnes, en tout cas que j'ai eu en coaching ou que j'ai en coaching actuellement, leur gros problème, c'est pour la plupart des personnes, si je généralise, je trouve qu'elles manquent pas mal de protéines dans leur alimentation et de densité nutritionnelle. Enfin, elles vont manger Ouais. pour manger, mais au final, quand tu Je regardes leur rejoins là-dessus. plat, il y a pas de, il y a très peu de vitamines et minéraux dans ce qu'elles ont mangé. La grande majorité des choses ont été transformées et il y a il y a très peu de protéines, voire une absence totale de protéines, en tout cas de bonnes protéines biodisponibles. Parce que vous n'allez pas avoir la même biodisponibilité avec des lentilles ou des haricots rouges qu'avec directement une viande de bœuf, par exemple. Donc là, super important là-dessus. Et en général, du coup, dès qu'on réintègre, en tout cas pour les coachings, que ce soit pour de la transformation physique ou pour résoudre d'autres problèmes, plus de protéines, déjà, ça fait un gros indice de satiété. Donc, naturellement, la personne va consommer moins de glucides. Et du coup, il y aura des grosses diffs sur sa composition corporelle, notamment, directement. Est-ce que sur tes Je rejoins coachings, là-dessus de mon ouais, expérience aussi. C'est vrai que les individus manquent de protéines, manquent de lipides et manquent de densité nutritionnelle, hein. C'est manger pour manger, plutôt que de manger pour ce que la nourriture a à nous apporter. bien sûr, ouais. Même les recommandations, par exemple, enfin, en France, je suis persuadé qu'on mange beaucoup de blé, etc. Parce que bah, c'est pratique, on peut faire des champs, etc. Mais il y a, enfin, je pense que l'État a dit que voilà, les féculents, c'était un petit peu la base de la pyramide, etc. Mais ça l'arrange bien aussi niveau business pour justement faire plus, parce que c'est un gros business, il y a beaucoup de profits à se faire derrière. Et c'est pas Bien forcément au sûr. niveau santé ce qui devrait nous être recommandé. Après, bien sûr, on sait pas tout, on sait pas ce qu'on sait pas, qu'on en revient du coup à tester sur vous ce qui marche tout simplement. Ouais, bien sûr, je pense que l'industrie agroalimentaire, c'est un sacré business, un petit peu à l'image de l'industrie pharmaceutique. On essaie de nous vendre ce qui est peut-être le moins cher, ce qui revient peut-être le moins cher pour l'État. Euh, en tous les cas, comme tu dis, on sait pas tout, mais il y a des choses qu'on sait sans savoir. En tout, on pense par exemple au business des huiles végétales. Je sais pas si tu connais un petit peu l'histoire, mais en gros, ça a été inventé dans les années peut-être 50, je sais plus, j'ai plus les dates en tête, et ça nous a été vendu comme quelque chose de super, parce que peu de coûts de production, etc. Mais au final, des années après, on se rend compte que
par tous les processus d'hydrogénisation que l'on doit mettre en place pour obtenir ces huiles. C'est vraiment des aliments complètement transformés de chez transformés. Et c'est une grosse hérésie de consommer encore de l'huile de tournesol ou des choses comme ça. C'est une horreur. Ouais, ce que tu dis, Une horreur pour années 50, c'est assez récent au final. Du coup, faites confiance. Ce qui a traversé l'épreuve du temps, au final, ça ment Ouais, pas, ouais, hein. Ce qui nous a carrément. permis de nous développer en tant que, si on remonte à longtemps, hein, en tant qu'espèce, qu'est-ce qu'il y avait autour de nous. Donc pareil, on vient manger brut, manger local, manger voilà des produits d'origine animale, manger des fruits, manger ce qui se trouve autour de vous, manger simple et vous éviterez déjà pas mal de soucis. Vous allez vachement améliorer la qualité de votre santé de manière générale. Voilà. Au final, manger brut, manger local, je trouve ça peut paraître compliqué dans le monde dans lequel on vit, mais au final, je trouve c'est super simple. T'as une C'est alimentation intuitif. simple, basique. Voilà, pour faire la petite ref à Orelsan, basique simple, produit brut directement, produit d'origine animale, des fruits, vous pouvez mettre des légumes, voilà, tout ce que vous voulez et vous enlevez tout ce qui est transformé. Déjà, vous allez vous recentrer sur des bonnes choses, vous allez avoir une énorme densité nutritionnelle et forcément, enfin, vous allez améliorer plein de choses si vous avez là actuellement une diète vachement de produits transformés. Bien sûr, ça Donc, n'empêche pas d'exclure tout le reste, faut pas rentrer dans les extrêmes. Par exemple, hier, je suis allé manger une crêpe avec mon pote Biz. Ouais, dans la crêpe, il y a plein de trucs. Pareil, il y avait sûrement plein de produits transformés, mais 80% du temps, ouais, j'ai des aliments directement locaux et bruts dans mon alimentation. ouais, bien 80-90% sûr. du temps, quoi. Il faut savoir s'autoriser des plaisirs. À partir du moment où vous avez les fondations, votre corps, vous pouvez lui imposer quelques changements de temps en temps, il n'y a pas de souci. Et ça me fait penser, on peut venir rapidement sur l'aspect manger en voyageant, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas toujours accès aux produits que l'on voudrait. Là, je pense par exemple à mon cas personnel où je suis en Norvège. Il y a déjà, les gens mangent très très mal, énormément de fast-food. Quand ils se retrouvent au restaurant, ce ne sont pas des restaurants comme chez nous à la française, ce sont plutôt des restaurants des stations-service où tu vas manger un hot dog, puis terminer par une part de gâteau. Enfin, tout tourne autour de l'alimentation transformée ici, et c'est du coup assez compliqué de trouver des produits locaux et des produits frais. Là, je suis en parallèle sur une page pour aller à un marché vendredi en fin d'après-midi, mais c'est pareil, leur fonctionnement des marchés est pas le même que chez nous. Il faut commander à l'avance et aller chercher. C'est un petit peu comme un drive. Et ça, les marchés, comme chez nous à la française, n'existent pas non plus, où vous allez, vous regardez un petit peu ce qu'il y a, ce qui vous fait envie, et à partir de là, vous achetez. Non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que manger en voyageant à l'étranger, ça demande des gros investissements et des gros, comment dire, ça demande de se creuser un petit peu la tête. Et Ouais, c'est plus complexe. voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Après, quand vous avez les fondamentaux, c'est la même chose, vous appliquez les principes à l'étranger. Voilà, ça demande juste parfois un peu de mise en place, etc. Ouais. Ouais, franchement, on se rend pas compte. En France, c'est relativement beaucoup plus simple de bien Ouais, manger ouais. qu'à d'autres endroits. Et J'étais c'est pour ça que c'est une honte en tant que Français de manger des cordons bleus et des Coco Pops, enfin de se gaver de merde transformée quand on a la chance d'avoir un si beau bien sûr, patrimoine ouais. gastronomique et accès à tellement de produits, parce qu'aussi notre climat fait que voilà, on a accès à des végétaux, on a accès à de la viande de très bonne qualité, des fromages. On a un patrimoine tellement riche que c'est vraiment une honte de bouffer de la merde, quoi. Enfin, ça me débecte. Ouais, après, directement, c'est. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça, manger tout le temps. Enfin, je sais pas, boire sans cesse, enfin, dans son frigo, le remplir, je sais pas, de Coca-Cola. Ses placards, c'est des Choco Pops, que des produits transformés de partout. Tout est emballé. Les seules protéines au frigo, c'est des knackis directement. Enfin, la personne, elle a été un petit peu piégée par le marketing de masse, etc.
elle a été prise au piège et de sortir de ça quand on a connu que ça, même quand on était plus jeune, etc. C'est pas forcément évident. Il faut déjà être dans un état d'esprit. Enfin, il faut déjà avoir conscience de tout ça et être dans un état d'esprit de vouloir s'améliorer là-dessus et améliorer plein de choses dans son alimentation, quoi. Mais en France, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. J'étais allé aux États-Unis, c'était il y a un moment, mais de ce que je me rappelle, beaucoup de produits, enfin, c'était plus dur de manger brut directement ou des produits de très bonne qualité. Après, les normes en fonction des pays, c'est pas les mêmes non plus sur plein de choses. Après, je pense que ça dépend aussi des endroits aux États-Unis, hein. Ouais, c'est un vaste pays. Mais dans certains coins, même de Malaisie, c'était quasi tout était transformé. En tout cas, si on allait dans des supermarchés, tout était emballé sous plastique, etc. Il n'y avait pas, par exemple, comme en France, quand on rentre dans un supermarché, il y a quasi forcément un endroit où il y a des fruits, des légumes qui sont posés. On sait que là, l'ingrédient, c'est si vous tombez dans le rayon, je sais pas, rayon courgettes, ça va être 100% des courgettes, quoi. Là-bas, en Malaisie, il n'y avait pas du tout ça. Tout était ultra transformé, sous plastique, etc. Donc, plus compliqué. Après, il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus simple de bien manger. En Indonésie, notamment, dans certains coins, vous êtes au bord de la mer. Il y a quoi les menus proposés? C'est poisson ou squid, là, ou calamar directement à la plancha. À côté, ils vous servent un plat de riz et des fruits mixés en dessert et puis terminé, quoi. Vous avez que des produits bruts là-dessus. Ça dépend aussi où vous voyagez. Ouais, bah et moi en Norvège, c'est vrai que c'est aussi vachement. Ça ressemble aux États-Unis, il y a énormément, les gens boivent énormément d'énergie drink, de coca, de sucre en bouteille, quoi. Et pour ce qui est de l'alimentation, voilà, c'est uniquement des fast-food transformés, gras, ou des plats en sauce très lourds avec des pommes de terre. Il y a aucune diversité. Euh, c'est, c'est un très beau pays, mais c'est vraiment la- l'art de manger me manque. Et c'est pour ça que c'est pas un pays dans lequel je vivrai à très long terme, je pense. C'est que l'alimentation, ça a vraiment une part très importante dans ma vie personnelle. Je pourrais pas vivre dans un pays où on ne peut pas trouver des produits de qualité et où les gens s'alimentent très très mal. Bien sûr. Et je trouve une fois qu'on a été un petit peu pris au piège d'une alimentation extrêmement transformée, de produits très, très sucrés, gras, etc., c'est pas forcément facile d'en sortir. On vient même, là-dessus, les études elles montrent qu'on nourrit des mauvaises bactéries, entre guillemets, qu'on a dans nos intestins, etc. Et Ouais, ces ouais, bactéries envoient des messages à notre cerveau pour qu'on consomme plus de sucre et on vient du coup rester dans ce cercle exactement. vicieux. On alimente ces bactéries qui demandent plus de sucre, etc., etc. On reste dans ce cercle vicieux. Il faut savoir, du coup, pour revenir sur le marketing, quand je disais que elles nous veulent, enfin, ce que les grandes marques recherchent, c'est surtout leur profit, pas forcément votre bien-être. Euh, ces marques, etc., elles font des tests en laboratoire sur directement les réactions qu'on va avoir dans notre cerveau quand on mange notre produit. Et c'est un peu comme le chiffre d'or en architecture. Il y a une proportion idéale de sucre, gras, sel, par exemple, qui existe et qui reste à peu près la même sur pas mal de produits. Ça serait la proportion idéale et qui nous fait sécréter le maximum d'hormones de bonheur, de Ouais, de récompense, dopamine. etc. C'est ça, de dopamine pour qu'on continue de consommer ces produits et pour qu'on les rachète et pour qu'on donne plus de profit. Mais niveau santé, ça n'a Quand, aucun intérêt et on est un petit peu pris au piège là-dedans, quoi. quand vous attaquez un paquet de chips, par exemple, tout le monde le sait, c'est très difficile vous commencer à manger Bien une chips. sûr, Vous c'est avez dur. forcément envie d'en manger une Ah, deuxième. faut... En Après, on fait, ça, détruit le paquet, quoi. comme comme tu l'expliquais, c'est voilà, les industriels, ils en ont conscience, c'est des processus physiologiques qu'ils étudient, et donc en se basant sur le système de récompense fait au sein du cerveau, de l'hypothalamus, avec le processus de récompense dopaminergique. Donc c'est en fait que quand vous allez manger une chip, vous allez sécréter de la dopamine. En gros, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais et du coup ça vous donne envie. Enfin, votre cerveau veut ce shot de dopamine à nouveau, ce qui vous donne envie de reprendre une chips en fait. Et ça, comme tu l'as dit très bien, les industriels en ont conscience. Ils, ils font à manger pour, pour leur profit, Bien pas sûr, pour nos ils sont très organismes. très forts là-dessus, ils déploient des moyens énormes
Et ouais, enfin, ils sont vraiment très forts là-dessus. Les études, elles vont très très loin. Toutes les réactions dans nos cerveaux, elles sont étudiées là-dessus pour justement qu'on ait envie encore plus de ce produit-là et pas d'un autre, quoi. Parce qu'en plus, elles se font concurrence, les grandes marques, donc c'est intéressant là-dessus comme point. Et je voulais venir sur un autre point là qui vient de m'échapper. Oui, c'est la variété dans l'alimentation. En tout cas, moi petit, j'ai souvent entendu faut manger varié, faut manger un petit peu de tout. J'aimerais revenir sur ce point. Si vous avez trouvé du coup l'alimentation qui vous convient, pas besoin forcément de varier. Personnellement, je mange pas mal les mêmes choses, mais vraiment je me régale au quotidien, quoi. Genre, j'ai pas envie de diversifier mon alimentation parce que avec ce que je mange, enfin, je me régale. Après, d'un point de vue en fait, ouais, j'ai aucune envie, je trouve même pas ça monotone, etc., de varier. Bien sûr, je mange pas uniquement le même plat tous les jours, hein, mais j'ai pas envie d'amener une énorme diversité parce que je me régale dans ce que je mange au quotidien au final. Est-ce que toi, Ah, tu là-dessus, diversifies beaucoup là-dessus, ou... ouais, je suis un peu moins d'accord que toi là-dessus. Moi, Ouais, vas-y, intéressant. j'ai réellement besoin d'apporter de la diversité dans mon alimentation, auquel cas je m'ennuie un petit peu. Alors c'est vrai que je prends énormément de plaisir, hein. Quand je mange de la viande, une côte de bœuf, je pourrais en manger tous les jours, par exemple. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, mon cerveau ou mes bactéries intestinales me réclament autre chose. J'aime bien, par exemple, manger une bonne assiette de tomates mozzarella. Voilà. Et en fait, c'est plutôt fonction des saisons, moi, je dirais. Manger diversifié, pas forcément, mais manger de saison en fonction de voilà de ce qui vous est proposé et ce qui vous donne envie. Et c'est pour ça qu'aller sur les marchés aussi, c'est une très bonne alternative parce que instinctivement, vous allez voir ce qui vous donne envie et donc c'est ça qui va composer votre diète à long terme. Bien sûr. Et tu parlais de manger de saison. Euh, j'ai perdu le nom d'un gars qui en parlait très bien. En général, enfin, d'un point de vue évolution, en tout cas en France ou en Europe, etc., l'homme, il va avoir beaucoup plus de fruits à profusion l'été. Du coup, en général, consommer plus de glucides l'été, donc être un petit peu plus gras l'été par rapport à l'hiver où c'était plus des périodes Ouais, voilà. de famine, quoi, et où l'homme était un petit peu plus sec. Maintenant, on fait un petit peu l'inverse d'un point de vue social parce que l'été, c'est le moment où on va à la plage, etc., on est torse nu. En maillot de bain, etc. Enfin, en général, hein, je généralise à fond, mais c'est ça. On a envie du coup d'être plus sec, présenter un physique plus sec, mais d'un point de vue évolution, apparemment, euh, on était plus gras l'été parce qu'il y avait beaucoup plus de glucides, etc. Fallait faire Ouais, aussi un petit peu les. Il y a plein de on avait mammifères qui accès à font ça, plus de hein, les ressources. stocks pour l'hiver. Et je trouvais ça super intéressant. J'ai perdu son nom, je vais essayer de le retrouver, mais pour envoyer Ouais, non, mais la référence. c'est clair que historiquement, on sait toujours, nos physiques ont évolué en fonction des ressources disponibles. Je pense à un livre, moi, de Weston Price, qui nous montre en fait, c'est un dentiste, ce chercheur, et il nous montre en fait la dentition de chaque peuple un petit peu primitif en fonction de leur alimentation. Et il s'est rendu compte que plus les peuples avaient une alimentation primitive, mangeaient ce qu'il y avait autour d'eux, plus leur dentition était parfaite, alignée, des mâchoires bien carrées, etc. Alors que quand ils ont découvert des produits transformés, leur mâchoire et leur dentition a commencé à se dégrader avec des trous ou avec une mâchoire moins carrée. Ou voilà. Et en fait, c'est intéressant de voir que d'un point de vue enfin, pour votre organisme, votre, votre organisme sait instinctivement de quoi vous avez besoin en Bien fait. sûr, faut écouter. Et il vous le rendra bien. Ouais. Ouais, au final, ouais, bien manger, ça reste assez simple. Manger brut, manger local. Je l'ai répété 5-6 fois dans le podcast, mais toujours les mêmes bases et écoutez votre corps. Évitez tout ce qui est ultra Et transformé. Et individualiser. voilà, c'est ça. Tombez pas forcément dans les pièges du marketing, etc. Bien sûr, c'est sans rester dans les extrêmes, hein.
voilà, restez pas dans votre grotte non plus parce que vous voulez pas manger de produits transformés ou voilà, faut rester sociable. Et du coup, pour revenir sur la référence là que je disais sur le podcast sur enfin du gars qui avait fait un podcast là, c'est Jack Steam. Je connais pas son nom, même sur Instagram, je vois que son profil c'est ça. Donc je sais pas si tu connais, mais c'est Jack Steam. En tout cas, son nom, je trouve Non. très intéressant. En tout cas, l'approche qu'il a autour de l'alimentation et ce qu'il partageait du coup sur les périodes où l'homme a plus de glucides du coup et plus de fruits notamment à profusion l'été et du coup était un petit peu plus gras. Et d'ailleurs, j'avais écouté cette personne sur un podcast très intéressant que tu avais déjà cité sur d'autres épisodes, qui est le podcast Limitless Project de David. Et d'ailleurs, pour reparler du coup des périodes, enfin des variantes d'ADN, des variantes APOE, hein, qui jouent un rôle déterminant du coup dans les métabolismes des graisses. Lui, il a fait beaucoup de recherches. En tout cas, il a beaucoup interviewé Georges Mouton, qui est un docteur, lui, qui fait enfin de nombreuses recherches qui s'intéressent du coup directement bah, à notre ouais à tout ce qui est microbiote, génomique, médecine fonctionnelle, on peut appeler ça comme ça. Et c'est super intéressant. Donc, je vous invite à écouter son épisode sur Limitless Project, épisode numéro 14. Vous en avez et vous en avez un dernier. Je crois que tu l'as écouté toi, Colo, le dernier, Ouais. avec Georges Mouton. Et je l'ai pas écouté perso, mais sans doute également très intéressant. Mais c'est une, Ouais, c'est une méthode, une manière de s'alimenter qui est assez nouvelle, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui semble vraiment très prometteuse et très intéressante. C'est de se nourrir en fonction de son génome. Et donc là, on c'est en ça. reparle, on en revient un petit peu à ce qu'on disait, se nourrir de manière ancestrale, entre guillemets. Mais notre génome, lui, il a gardé ses traces de nos ancêtres, etc. Donc lui, il sait ce dont on a besoin. Voilà. Après, à nous d'identifier nos différents gènes. Et donc voilà. Donc allez écouter ce podcast qui est très très intéressant et voilà. Je pense que c'est peut-être le futur un petit peu d'une alimentation, Ouais, c'est ça. En testant notre ADN du coup vous allez connaître parfaitement ce qui vous correspond quoi. Mais si vous savez pas, déjà manger brut, manger local, déjà vous aurez fait une grosse partie du travail, écoutez brut, vos sensations, local, écoutez votre corps. individualisé. Voilà, c'est ça. Mais pour individualiser, c'est pas forcément facile quoi. Faut tester, faut isoler certaines choses et parce que individualiser par exemple si ok on digère mal à chaque fois de notre petit déjeuner, si vous faites des petits déjeuners. Si vous avez par exemple 5 aliments dans le petit déjeuner, pour isoler, il faudra enlever un seul aliment, voir comment on Mm, réagit le lendemain et savoir si c'était cet aliment qui nous posait problème. mm, C'est mm. pas forcément facile, mais c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse tout ça, écoutez les podcasts du coup, notamment de David, Limitless Project, avec Georges Mouton, le docteur qui étudie tout ça. Bon, on est pas mal, Ouais, bien riche cette discussion. pas mal, 1h05. Est-ce que t'as des petits trucs à rajouter? Partagé, Voilà. partagé avec un ami qui mange encore des cordons bleus et des Coco Pops. Ouais, partagez. Partagez, ouais, ouais, si vous avez justement des personnes même qui ont des problématiques dans leur alimentation, ouais, ça peut leur ouvrir l'esprit sur certaines choses et leur donner envie d'aller écouter même les autres podcasts qu'on a partagés. Est-ce que tu as des ressources d'autres ressources sur l'alimentation qui t'ont intéressé, que ce soit des livres ou autres, Euh, à partager maintenant? Ou sur tout ce qui... qui est système intestinal, putain, comment il s'appelle ce livre? Ah oui, La connexion cerveau-intestin. Très intéressant, qui explique que notre microbiote, en quelque sorte, c'est notre deuxième cerveau et que on mange un petit peu à cause de nos émotions. C'est nos émotions qui nous poussent à manger. Et donc ça parle un petit peu aussi de ce que tu disais tout à l'heure, où certaines bactéries nous réclament du sucre, etc. Donc ce livre, c'est La connexion cerveau-intestin, très intéressant. Euh, voilà, j'ai sûrement d'autres références, mais qui ne me viennent pas en tête maintenant. Voilà. Bon, très bien. Voilà. Pour résumer,
manger brut, manger local, individualiser la nutrition. Pour ça, référence aux variantes d'APOE. Vous pouvez checker d'autres podcasts qu'on a partagés. Et après, simple, hein, si vous n'avez pas faim, jeûnez. Et voilà, écoutez-vous tout simplement. Savoir s'écouter, manger local et individualisé. Allez, parfait. On peut clôturer cet épisode 5. En tout cas, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Vous, ça va vous prendre 5 secondes si vous êtes rapide. Et ça nous aidera beaucoup. Si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde plus tard, envoyez-les nous directement sur Instagram ou en commentaire du podcast. Envoyez vos questions ou réagissez tout simplement si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Ouais, merci pour votre temps et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao! Ciao!